Le duc ne passa qu'1 jour à Morges, et de là s'en va à Gex. Le comte de Romont était avec lui. L'évêque de Genève vint aussi le trouver. Dans son chagrin, ses soupçons se portèrent sur leur belle-sœur, la duchesse de Savoie. Elle était sœur du roi de France. Après la journée de Grandson, elle lui avait envoyé un message. Se livrant sans contrainte à ses pensées, il en vint à croire qu'elle l'avait trahi, qu'elle l'avait attiré à sa perte, qu'elle était cause volontaire de tous ses maux. C'était pour elle, pensait-il, qu'il était venu faire la guerre aux Suisses, et maintenant, elle allait traiter avec le roi, achever sa ruine, peut-être même tramer quelques complots contre lui. Il s'en expliqua avec colère au comte de Romont et à l'évêque de Genève, qui, soit par crainte, soit par attachement pour la maison de Bourgogne, lui conseillèrent de mettre à l'épreuve la duchesse de Savoie et au besoin de s'assurer d'elle. Elle était alors à Genève. Dès le lendemain, elle vint avec le jeune duc et ses autres enfants rendre visite au duc de Bourgogne et lui offrir quelques consolations, comme elle l'avait déjà fait lors de sa première défaite. Il était sans provisions, presque sans serviteurs, de sorte qu'elle le défrayait et lui envoyait de Genève tout ce qui lui était nécessaire. Le duc lui dit qu'il allait partir et retourner dès le soir même dans sa comté de Bourgogne pour mettre ordre à ses affaires, qu'elle devrait l'accompagner, que les Suisses ne tarderaient pas à se répandre de tous côtés, qu'on ne pouvait savoir jusqu'où irait leur cruauté et qu'il lui offrait un asile dans ses états. La duchesse le remercia de cette preuve d'amitié, mais étant régente, elle ne pouvait quitter, répondit-elle, le soin et le gouvernement de ses sujets. La ville de Genève était forte, le passage du Rhône difficile. D'ailleurs, elle ne courait aucun péril en se retirant plus avant dans la Savoie vers Chambéry, où elle avait des forteresses imprenables. Elle pourrait même s'en aller de l'autre côté des montagnes, dans ses états de Piémont. Le duc, mal satisfait de cette réponse, envoya l'ordre à son chambellan, Olivier, sire de la Marche, qui était en ce moment à Genève, de s'embusquer aux portes de la ville, d'y attendre le passage de la duchesse de Savoie, de se saisir d'elle et de ses enfants. Un tel commandement parut bien insensé au sire de la Marche. C'était à ce qui lui semblait une indigne trahison. Une violence contraire à tout bon droit, à la bonne foi, à l'hospitalité. Mais il connaissait son maître. Il savait qu'il y allait de la vie à lui désobéir en quoi que ce soit. L'ordre lui avait même été donné sur sa tête. Il se mit en devoir d'exécuter ce qui lui était prescrit. Pour que le complot réussît mieux, le duc retint la duchesse de Savoie le plus longtemps qu'il lui fut possible avec lui. Il était nuit quand, lui disant adieu, elle partit de Gex pour retourner à Genève, qui n'en est qu'à 2 ou 3 lieues seulement. En approchant de la ville, elle fut tout à coup surprise et saisie par le sire de la Marche et par ceux qu'il avait avec lui. La nuit était fort noire, on ne pouvait distinguer les objets. Il fallait se hâter avant qu'on pût de Genève accourir au secours de la duchesse. Le sire de la Marche la plaça en groupe derrière lui et s'assura d'un des enfants qu'il prit pour le jeune duc. Mais dans cette obscurité, il se trompa et saisit le second des petits princes. Le gouverneur du duc Philibert eut le temps de le cacher dans un blé voisin de la route, tandis que le maréchal de Savoie et les officiers de la suite de la duchesse s'efforçaient de la défendre et de l'arracher aux Bourguignons. Mais sire Olivier s'éloigna au plus vite, passa les montagnes pendant la nuit, emmenant la duchesse et ses 2 fils, et croyant avoir aussi le jeune prince. Le duc, en reconnaissant que le jeune duc de Savoie n'était pas pris, entra dans une telle fureur qu'il voulait faire mettre à mort son chambellan pour n'avoir pas exécuté ses ordres. Toutefois, il finit par se calmer et par faire conduire Madame de Savoie au château de Salins. Pour lui, il s'établit dans cette ville et résolut de faire une nouvelle armée pour entrer en Suisse. Toutes celles qui avaient combattu à Morat étaient entièrement dispersées. Si, après Grandson, ce n'était pas sans peine qu'il avait réuni les fuyards et les déserteurs, maintenant ce lui était chose tout à fait impossible.
Tous poursuivis par les Suisses, mourant de fatigue et de faim, avaient chacun comme il avait pu regagner leur pays. Il écrivit dans ses diverses seigneuries et envoya des ordres pressants et sévères pour qu'on reprît les déserteurs, pour qu'on fît de nouvelles levées, pour qu'on levât d'autres impôts. Les États de la comté de Bourgogne furent rassemblés sous ses yeux, à Salins. Il leur dit qu'il ne fallait point se laisser abattre par la mauvaise fortune, que pour lui il était de la race de Philippe le Hardi, de Jean sans peur et du duc Philippe, le plus vaillant prince de son temps, qu'il n'était pas non plus si dénué de puissance que ses ennemis affectaient de le dire. Il parla alors de ses pays de Flandre et de tout ce que de si riches villes et de si vastes pays pouvaient lui fournir en hommes et en argent. Il espérait que ses plus chers sujets, ceux qui avaient commencé la grandeur de sa maison, les Bourguignons, ne se montreraient pas moins fidèles et zélés. Il fit encore mention de ce royaume de Bourgogne qu'il voulait établir, et finit par dire qu'il formerait une armée de 40 000 hommes, qu'il fallait aussi que chacun de ses sujets fût taxé au quart de son avoir. Les États furent effrayés d'une telle demande, et de cette obstination du duc à se perdre et à ruiner tous les pays de sa domination. Il l'aurait conjuré de faire la paix, mais il était difficile de lui en parler sans exciter sa fureur. On lui répondit en donnant de grandes louanges à sa fermeté. Néanmoins, les États demandèrent à délibérer sur les demandes qui leur étaient faites. Le lendemain, ils lui remontrèrent que les choses n'étaient pas telles que son ardeur et son courage les lui faisaient voir. Depuis plusieurs années, la fleur de la noblesse et de tous ceux qui étaient habitués aux armes avait été enlevée du pays et n'y étaient pas revenus. Tant d'apprêts de guerre, tant d'équipages, tant d'artillerie avaient exigé de si fortes dépenses que la comté était épuisée. Le commerce était interrompu, l'ennemi avait fait plus d'une course, brûlant les villes et les villages, dévastant les champs, les terres restaient en friche et la famine menaçait le pays. Ils prièrent le duc de songer à son père de glorieuse mémoire, qui avait fait aussi de grandes guerres, mais n'avait jamais mis en oubli le salut du pauvre peuple. La maison de Bourgogne avait, disait-il, bien assez de seigneurie et de puissance, et il n'était nul besoin de faire d'autres conquêtes. Du reste, pour montrer à leur prince toute leur bonne volonté, ils offrirent de faire un dernier effort et de lever 3000 hommes qui seraient employés à garder la comté contre les courses de l'ennemi. Cette sage réponse ne contenta point le duc. Il s'emporta et leur dit qu'il avait cru les trouver plus fidèles et plus vaillants, mais que par bonheur il avait d'autres sujets plus empressés à venger leur honneur et celui de leur seigneur. Qu'il s'en irait faire sa demeure pour toujours dans ces pays de Flandre, et qu'alors les Bourguignons restés sans défense seraient contraints de donner aux ennemis bien plus qu'ils ne refusaient leur prince, qu'ainsi ils échangeraient sans nul profit la gloire pour la honte. Les États du duché assemblés à Dijon, se trouvant hors de la présence du duc, répondirent plus ardemment encore que cette guerre n'était pas nécessaire, qu'il n'était pas besoin d'y contribuer ni de molester le peuple pour une querelle si mal fondée, où l'on n'avait nulle espérance de venir à bonne fin. Les Flamands, que le duc avait voulu donner en exemple aux Bourguignons, montraient encore moins d'obéissance. Là, ses ordres n'étaient plus écoutés. Déjà avant la bataille de Morat, on avait commencé à ne pas respecter autant son pouvoir, à ne plus tenir si grand compte de ses volontés. Celui qui excitait le plus sa colère était Messire Hugonnet, son chancelier, homme sage, habile, éloquent, qu'il avait commis au gouvernement de toutes les affaires en Flandre et à la tête du Parlement institué à Malines en 1473. Mais quelle que fût la bonne volonté du chancelier, et à supposer même qu'il eût le désir sincère d'obéir aveuglément au commandement rude et insensé de son maître, cela lui aurait été impossible. Il lui aurait fallu une armée pour contraindre les sujets à obéir, les vassaux à prendre les armes, les villes à payer. L'obéissance était à bout. Plus de rigueur n'aurait produit qu'une rébellion ouverte. Nonobstant l'injure que le duc avait faite aux États, et la façon hautaine dont il avait promis de se passer de leur consentement, le chancelier voulut essayer si, à leurs moyens, on trouverait plus d'obéissance. Ils furent assemblés à Bruxelles. Messire Hugonnet leur exposa la nécessité présente et le danger où se trouvait le prince, leur demandant instamment de venir à son secours et de lui accorder de nouveaux subsides. Mais ils ne montrèrent nulle disposition à y consentir. Ils rappelèrent comment le pays était épuisé par les impôts de toutes sortes, tant ceux qui avaient été accordés au duc que ceux qui avaient été établis sans leur consentement et contre toute coutume et liberté. Les tailles mises pour la présente guerre étaient même loin d'être payées et avaient encore beaucoup d'années à courir. Les États demandèrent que leur remontrance fût mise sous les yeux du duc. Au reste, ils ajoutèrent que s'il était pressé et environné des Suisses et des Allemands sans avoir assez de gens pour se dégager et revenir en Flandre, il eût à le leur faire savoir, qu'alors ils exposeraient leur corps et leurs biens pour l'aller chercher et le ramener en toute sûreté. Mais ils étaient résolus à ne plus l'aider d'hommes ni d'argent pour aucune autre guerre. Quand cette réponse fut rapportée au duc, il entra dans une fureur extrême et s'emporta en menace. Il nomma les gens des États des traîtres et des rebelles, qui apprendraient bientôt ce que c'était que sa vengeance. Il jura de démolir les portes et les murailles de Bruxelles. Ce n'était pas le peuple seul et les gens des villes qui avaient conçu une implacable haine contre le duc et qui ne prenaient plus aucun souci des malheurs dont il était accablé.
Il avait détruit leur liberté et ruiné leur commerce. Il les avait accablés d'impôts. Mais la noblesse avait peut-être encore plus de motifs pour refuser obéissance. Il y avait plus de 2 ans depuis le commencement du siège de Neuss que le duc tenait les gentilshommes sous les armes. Il les avait exposés non seulement à mourir dans les batailles, mais à périr par la faim, le froid, les maladies, qui en avaient emporté beaucoup. Leurs domaines étaient engagés ou leurs biens négligés sans revenus, leurs femmes et leurs enfants privés de leur présence et de leur protection, et tout cela pour être toujours vaincus, pour ne connaître de la guerre que ses calamités et ses affronts. En outre, pas une consolation, pas une marque de bonté ni de compassion de la part de leur duc. Un commandement dur et menaçant, un accueil plein de rudesse, rien de ce qui donne cœur à souffrir et à obéir. Ayant ainsi excité par sa tyrannie des sentiments de désobéissance et de sédition parmi les gens de toutes conditions, le duc ne put tirer aucun secours de la Flandre, ni des vastes seigneuries qui l'environnaient. Lorsqu'il vit cette rébellion de ses sujets, la difficulté qu'il avait de former une armée et l'impuissance de sa colère, il tomba dans une mélancolie profonde. Chaque jour, quelques mauvaises nouvelles venaient accroître son chagrin, tantôt un allié qu'il avait abandonné, tantôt ses sujets qui méprisaient ses ordres et ne reconnaissaient plus son autorité, tantôt les villes de Lorraine qui, l'une après l'autre, étaient contraintes à se rendre. Il vivait solitaire, passait des journées entières sans vouloir parler à personne. Fier comme il était, il avait honte de montrer sa douleur, de se plaindre ou d'être plaint. Nulle confiance, nulle amitié qui peut le soulager, nul repentir de ses fautes, nul retour sur lui-même qui lui fait chercher son refuge en la bonté et la miséricorde de Dieu. Il ne savait que s'enfoncer dans son noir chagrin et se montrer plus austère et plus terrible à ceux qui l'environnaient. L'affection de la plupart des serviteurs de sa maison était même éteinte. Ils étaient las de lui et impatients de voir consommer sa perte qui semblait ne pouvoir tarder. Pendant près de 2 mois qu'il se tint sans rien faire ni rien résoudre, sa fortune achevait en effet de crouler rapidement. Le roi, comme on peut croire, ne s'était point oublié en cette circonstance. Il avait fait tout ce qui lui était possible pour profiter de la détresse de son adversaire et achever sa ruine. La nouvelle de la journée de Morat lui arriva dès le lendemain, comme celle de Granson. Il n'y avait ainsi qu'on a vu pas d'homme plus impatient de savoir les nouvelles le plus tôt possible. Quant aux nouvelles de Suisse, il avait tout disposé pour les savoir au plus vite et attendait d'heure en heure qu'on l'informât de l'issue de la bataille, car il avait appris que les armées étaient en présence. Ce fut peu de jours après qu'on apprit que le duc avait fait enlever la duchesse de Savoie, sans avoir pu saisir le jeune duc Philibert. Rien ne pouvait être plus heureux pour le roi. Il envoya sur le champ l'amiral à Chambéry. Tout y fut réglé à la volonté du roi. Il donna le gouvernement du Piémont au comte de Bresse, laissa celui des pays en deçà des Alpes à l'évêque de Genève. De cette façon, toute la Savoie était à sa volonté, et le duc de Bourgogne ne pouvait plus en tirer aucune ressource. Pendant ce temps, la duchesse avait été conduite de Salins au château de Rouvres, près de Dijon. Elle y était gardée honorablement, mais sans grande rigueur. D'ailleurs, les serviteurs du duc de Bourgogne commençaient à ne plus avoir beaucoup de crainte de lui. Ses ordres n'étaient plus suivis à la lettre, et cette prison de Madame de Savoie était un sujet d'indignation pour chacun. Elle trouva donc un moyen d'envoyer au roi son secrétaire. Ne pouvant écrire avec sûreté, elle lui remit pour toute créance la bague que le roi lui avait donnée le jour de son mariage. Elle craignait beaucoup de l'y trouver peu empressé. Il pouvait en effet avoir quelque rancune contre elle. En outre, elle ne voulait pas plus être sa prisonnière que celle du duc, et demandait la promesse d'être renvoyée en Savoie. Le roi reprenait la route de Touraine après avoir passé 5 mois à Lyon. Les envoyés des États de Savoie qui étaient venus pour le même motif reçurent un favorable accueil. Le roi promit tout ce que demandait sa sœur, et donna ordre afin de concerter l'enlèvement de la duchesse de Savoie. Elle sortit du château avec ses 2 filles pendant la nuit, et en peu de jours arriva au Plessis-les-Tours, où le roi l'attendait. Il envoya ses principaux serviteurs au-devant d'elle pour lui faire honneur, et lui-même vint la recevoir à la porte. « Madame la Bourguignonne, soyez la très bienvenue, » lui dit-il en souriant. Elle se rassura, le voyant de si bonne humeur. « Monsieur, vous me pardonnerez, répondit-elle. Je suis bonne Française, et prête à vous obéir dans tout ce qu'il vous plaira me commander. » Le roi la conduisit à sa chambre, continuant toujours à lui témoigner beaucoup d'amitié. Ensuite, il lui fit de beaux présents en étoffe de soie et toutes sortes d'ajustements. Cependant, elle avait grande envie de retourner en Savoie. Le roi n'était pas moins pressé de la voir partir. Elle était habile, ne disait que ce qu'elle voulait bien, savait tout voir, tout entendre et deviner le reste. Il y avait des gens qui la trouvaient même 100 fois plus fine que le roi. Dans leurs entretiens, elle prenait tranquillement et avec adresse ses avantages sur lui. Souvent, il revenait à la railler sur son alliance de Bourgogne, mais elle, sans se fâcher d'une façon douce et spirituelle, et prenant garde de l'offenser, n'était pas en peine de lui bien répondre, et de lui faire comprendre qu'il était la première cause de cette alliance, pour avoir voulu être trop le maître chez elle. Ils ne passèrent donc que 8 jours ensemble. Le roi promit de rendre à sa sœur ses enfants, ses joyaux et les forteresses de Chambéry.
Il s'engagea à la défendre envers et contre tout, spécialement contre le duc de Bourgogne. Pendant que la duchesse de Savoie était encore au Plessis, il y arriva une grande ambassade des Suisses. Un mois après la victoire de Morat, une grande assemblée avait été tenue à Fribourg, soit pour régler les affaires des ligues et de leurs alliés, soit pour traiter de la paix avec la Savoie. L'amiral de France y était venu au nom du roi. Il fit aux Suisses les plus grandes félicitations sur une si belle victoire et leur parla du désir que le roi avait de voir et de connaître leurs principaux capitaines. L'amiral était chargé aussi de presser les ligues d'achever ce qu'elles avaient si bien commencé et de consommer la ruine du duc de Bourgogne. Le roi promettait d'entrer en Flandre dès que les Suisses seraient entrés en Bourgogne. Comme son traité avec la Savoie n'était pas encore terminé, il leur proposait aussi d'assiéger Genève, dont la situation était si importante pour eux. Les Suisses savaient ce que valait la parole du roi. Il ne les avait nullement secourus dans leur danger, et n'avait pas même été assez exact à payer les sommes promises. Ils répondirent qu'on ne pouvait rien résoudre sans voir ce qu'allait tenter le duc de Bourgogne, qu'il est menacé d'une troisième attaque. Ce fut aussi la réponse qu'ils firent au duc de Lorraine, quand il les supplia de l'aider à recouvrer son duché. Mais ils lui promirent sincèrement, comme à leur bon et fidèle allié, de ne jamais traiter avec le duc de Bourgogne, sans lui faire restituer la Lorraine, et de lui donner tous les secours possibles, dès qu'on serait rassuré sur les projets de l'ennemi. On craignit en effet de voir les Bourguignons entreprendre quelque attaque du côté de l'évêché de Bâle. Les États de la comté de Bourgogne, qui étaient assemblés à Salins en ce moment, envoyèrent secrètement des députés pour parler de la paix, mais comme ils n'avaient nul pouvoir du duc, on ne put les écouter. Quant aux affaires de Savoie, elles furent remises à l'arbitrage des ambassadeurs de France. Ce fut après l'assemblée de Fribourg que la grande ambassade des Suisses partit pour aller trouver le roi, ainsi qu'il l'avait désiré. Le roi leur fit le plus grand accueil, répéta que leur vaillance avait non seulement sauvé la Suisse, mais assuré le repos du royaume. Leur franchise lui plaisait, il leur faisait raconter les 2 fameuses batailles. Puis il se raillait avec eux de la fuite honteuse du duc de Bourgogne, et s'amusait du détail de cet immense butin qu'on avait trouvé dans son camp. Chacun, à l'exemple du roi, s'empressait à faire fête aux Suisses. Grâce à tous les soins qu'il se donna pour gagner l'amitié des Suisses, il les engagea dans ses projets contre le duc de Bourgogne. Les ambassadeurs promirent que les lignes enverraient en Lorraine 30 000 hommes, dont la solde serait pour les 5/6 à la charge du roi, tandis que de son côté il attaquerait l'ennemi par la frontière de Flandre. Un si grand appareil ne fut pas nécessaire pour détruire celui qui avait fait trembler toute la chrétienté. Il n'avait plus assez de force pour être redoutable, et point assez de sagesse pour changer la fortune. Le duc était toujours sans rien résoudre, s'occupant vainement à rassembler une grande armée. Tandis qu'il aurait pu encore se mettre à la tête de ce qui lui restait, traverser la Lorraine et rendre courage à ses partisans et à ses garnisons, revenir dans le Luxembourg et le Brabant rétablir son autorité et enfin se donner un puissant allié en terminant le mariage de sa fille avec l'archiduc Maximilien. C'était là ce que souhaitaient tous les gens sages de son conseil et ceux qui ne pouvaient même essayer de lui faire entendre. De son inaction, le duc René redoublait d'activité. Avant même que l'assemblée de Fribourg fût terminée, il s'était rendu à Strasbourg et avait demandé des secours à ses voisins et alliés. La ville lui donna 2 grosses pièces d'artillerie, 11 coulevrines, des munitions, 400 cavaliers, 800 hommes de pied et des arquebusiers. Avec ce peu de force et les Lorrains qu'il avait conduits à Morat, il entra en Lorraine. Presque partout, il y fut reçu avec grande joie. Les habitants, las du joug pesant de leur nouveau seigneur, s'empressaient à retourner sous l'ancienne domination. D'ailleurs, le duc René était si bon, si doux, si accord, que chacun mettait en lui affection et espérance. Sa troupe se grossissait, les villes s'efforçaient à chasser les garnisons bourguignonnes. On lui prêtait de l'argent dont il manquait beaucoup. Le roi de France, qui maintenant ne craignait plus de travailler ouvertement contre le duc de Bourgogne, commença aussi à secourir plus efficacement le duc René. Il lui donna 40 000 francs pour payer ses soldats allemands et lorrains. De la sorte, il parvint à se faire une armée de quelques 1000 hommes et à reprendre Saint-Dié, Épinal, Vaudémont et presque toutes les petites villes de Lorraine.
Enfin, il vint mettre le siège devant Nancy. Jean de Rubempré, que le duc de Bourgogne avait laissé comme gouverneur de Lorraine, se défendit vaillamment. Mais la ville était investie de toutes parts, elle avait été mal approvisionnée. Bientôt on commença à y manquer de vivres. D'ailleurs, on n'entendait point parler du duc de Bourgogne. Il était pendant ce temps-là dans sa solitude et ne répondait même pas aux messages. Peu à peu, la garnison se décourageait, les habitants étaient plus mal disposés encore. Cependant, le duc de Bourgogne était déjà en route pour venir secourir la ville et défendre la Lorraine. Il avait réuni tout au plus 6000 hommes, soit des débris de son armée, soit dans la comté. Il prit sa route par Besançon, Vesoul et Toul. Quand il fut en Lorraine, il fut rejoint par quelques troupes qui lui vinrent du duché de Luxembourg. Philippe de Croÿ, comte de Chimay, et Angelbert, comte de Nassau, vinrent rejoindre. Ses forces se trouvèrent ainsi supérieures à celles du duc René, qui ne put en aucun lieu tenter de résistance. De sorte que le duc de Bourgogne arriva devant Nancy le 22 octobre. Le duc René, au lieu de s'enfermer dans la ville, résolut d'aller chercher du secours. Il y laissa une garnison de Lorrains, de Français, d'Alsaciens et de Lombards qu'il avait recrutés, car pourvu qu'ils eussent une solde, ils servaient dans toutes les armées. Les habitants de Nancy étaient aussi en bonne disposition. Tous, tant soldats que bourgeois, promirent de tenir 2 mois. Le duc de Lorraine, suivi de 12 cavaliers seulement, se hâta de traverser les Vosges. Il arriva à Strasbourg. Les villes et les seigneurs d'Alsace avaient fait tout ce qu'il était en leur pouvoir de faire. Pour avoir une armée suffisante, il fallait maintenant obtenir le secours des ligues suisses, et ce ne pouvait être sans beaucoup d'argent. Le duc René prit toute la vaisselle de sa grand-mère, la comtesse de Vaudémont, en fondit une partie, mit l'autre en gage. Le roi lui donna de l'argent, la ville de Strasbourg lui prêta 10 000 ducats. Se trouvant en état de promettre une solde, il partit aussitôt pour la Suisse. Le temps s'écoulait, Nancy était environnée. Les assiégés étaient vaillants et fidèles, mais ils avaient peu de ressources et ils étaient vivement pressés. Le duc René s'en vint à Berne. Il y reçut un accueil rempli d'affection. Toutefois, lorsqu'il demanda des secours, on lui répondit qu'une telle chose ne pouvait être résolue par la communauté de Berne à elle toute seule. Vainement, il exposa le péril pressant de sa ville de Nancy, le peu de temps qui lui restait pour la secourir. Vainement, il supplia et même en pleurant les conseillers. Il ne lui promit rien de plus que d'indiquer une assemblée le plus prochainement possible. Il fut plus heureux à Zurich. Mais le secours d'un seul canton était loin de suffire. Il fallait attendre l'assemblée indiquée à Lucerne par les Bernois. Heureusement, Nancy se défendait avec une merveilleuse constance. Rien n'effrayait ni ne troublait la garnison et les habitants. L'artillerie des assiégeants faisait un grand ravage. Presque toutes les tours des remparts étaient abattues. Les vivres devenaient fort rares. Le duc de Bourgogne menaçait de ne faire aucune merci si on ne lui ouvrait les portes. Tout était inutile. On comptait sur les promesses du duc René et l'on était résolu de lui rester fidèle. Il est vrai que l'armée ennemie souffrait encore plus que la garnison. La saison était rigoureuse. Le duc manquait d'argent et ne pouvait fournir à ses soldats rien de ce qui les eût soulagés, tant le pays lui était contraire. Les routes étaient couvertes de Lorrains et d'Alsaciens. Ils arrêtaient les convois. Les gens qui arrivaient pour renforcer l'armée bourguignonne étaient pris, dépouillés ou tués lorsqu'ils marchaient en petite compagnie. Enfin, le duc était en si mauvaise situation que malgré sa pénurie, il n'osa jamais faire venir de Luxembourg un dépôt d'argent qu'il y avait laissé, de crainte qu'il ne pût arriver jusqu'à lui. Son armée périssait ainsi de froid, de misère, de maladie. Chaque jour, elle diminuait par la désertion. Cependant, personne n'osait lui en parler. Le comte de Chimay s'y risqua. Exposant l'état des choses, il lui dit que s'il voulait faire la revue de son armée, il ne trouverait pas 3000 hommes en état de combattre. Il le conjura donc, ainsi que le comte de Nassau, de lever le siège et d'aller se réparer un peu dans le duché de Luxembourg. Tandis qu'il rejetait ainsi les conseils de ses plus fidèles serviteurs, il accordait toujours sa confiance à un homme qui le trahissait. Depuis longtemps, le comte de Campobasso avait conçu contre lui une grande haine et de criminels desseins qu'il cachait sous un langage de complaisance et de flatterie. Soit qu'il ne pardonna pas au duc d'avoir réduit de moitié le nombre des gens de guerre de sa compagnie et conséquemment ses profits, soit qu'il espéra du roi une plus haute fortune, il avait, dès l'année précédente, en allant en Italie afin d'y recruter des soldats pour le duc, fait proposer au roi de le servir de tout son pouvoir. Il offrait ou de livrer les places qu'il tiendrait en garnison ou de passer pendant une bataille avec toute sa troupe du côté du roi, ou enfin de saisir mort ou vif le duc de Bourgogne. Pour pouvoir remplir l'engagement qu'il prit de trahir le duc de Bourgogne, il fallait que le comte de Campobasso restât à son service.
Il excusa sa retraite du mieux qu'il put et retrouvant la confiance et la faveur de son maître, il fut chargé d'aller en Flandre assembler des troupes afin de secourir la Lorraine. Outre s'entraiter avec le roi, il reprit aussi ses secrètes pratiques avec le duc René et, moyennant une forte somme d'argent, il s'engagea à l'aider dans son entreprise. En commençant et peut-être même avant que rien fût conclu, il contribua tout de son mieux à la perte de la ville de Nancy. Tandis que le chancelier de Bourgogne ne cessait de reprocher aux États de Flandre leur désobéissance et d'exciter les principaux seigneurs à prendre les armes pour aller au plus vite secourir la Lorraine, le comte de Campobasso disait que rien ne pressait et que Nancy n'était nullement en péril. Sans lui et ses conseils perfides, le duc serait sans doute arrivé à temps et aurait sauvé la ville. L'hiver devenait de plus en plus rude. La terre se couvrit de neige. Les assiégés étaient, il est vrai, réduits aux dernières extrémités de la famine, mais semblaient résolus à ne point se rendre. Ils faisaient encore de vigoureuses sorties. Rien cependant ne pouvait ébranler l'obstination du duc. Aussi était-il devenu l'exécration de son armée. Il n'y avait sorte de discours qui ne fussent tenus contre lui. La nuit de Noël fut si froide que plus de 400 hommes moururent. Le jour d'après, 26 décembre, il fit donner un assaut. Il y avait peu à en espérer, avec une armée tellement épuisée et réduite. Cependant, elle était encore vaillante et fidèle. On murmurait, mais on obéissait. L'assaut fut sanglant. La garnison repoussa toutes les attaques. Le duc René s'avançait à grande journée. L'assemblée de Lucerne s'était tenue et tout y avait réussi selon son désir. Sauf quelques jeunes garçons qui ne partirent pas volontiers, tout ce peuple s'en allait avec allégresse sous les ordres du duc René, qui avait si bravement combattu avec eux à Morat. Le duc René les attendait à Bâle. C'était là qu'il voulait assembler son armée de Suisse pour aller ensuite joindre celle qui se formait avec les Lorrains, les Alsaciens et les Français. Le lendemain, après la messe, l'armée se mit en marche. Le temps était extraordinairement froid. On ne trouvait pas des vivres en abondance. Cependant, la troupe marchait gaiement, sans nul murmure et en bon ordre. À Lunéville, les diverses troupes qui jusqu'alors avaient marché par intervalles se réunirent en approchant de l'ennemi. Les Alsaciens, les gens de Strasbourg arrivèrent aussi. Enfin, le duc de Lorraine se trouva à la tête de 19 à 20 000 hommes. Il passa la soirée avec les principaux chefs. Là, ils s'entretinrent avec contentement et bonne espérance des souvenirs de Morat, de la vaillance que chacun y avait montrée, de la loyale amitié qui s'était établie entre eux sur le champ de bataille. Le duc René appelait tous ses capitaines du nom d'amis, de frères d'armes. Il les embrassait, leur recommandait son honneur, son duché et son peuple. Il se hâta de marcher sur Saint-Nicolas, pensant que le duc de Bourgogne, à la nouvelle de son approche, avait dû reprendre un poste si important. L'avant-garde y entra sans beaucoup de résistance. Quelques bourguignons seulement étaient dans le village. Ils furent tués et jetés à la rivière, précipités du haut du clocher ou pendus aux arbres. Les Suisses avaient toujours fait la guerre cruellement, et le supplice de la garnison de Grandson leur servait maintenant d'excuse. Le lendemain, 4 janvier 1477, toute l'armée de Lorraine, ayant ainsi passé la Meurthe, se trouvait à 2 lieues tout au plus du camp des assiégeants. Le duc de Bourgogne, contre son usage, assembla ses capitaines en conseil. « Or ça, dit-il, puisque ces vilains arrivent à nous, puisque ces ivrognes viennent ici chercher à boire et à manger, que convient-il que nous fassions ?» Tous lui remontrèrent la misère et la diminution de l'armée, la force que semblait avoir l'ennemi. Ils lui dirent qu'il était impossible d'empêcher la ville d'être secourue et ravitaillée, mais que du moins on pouvait éviter une bataille et ne pas se précipiter dans une perte presque assurée. Qu'il était encore temps de se retirer à Pont-à-Mousson. De là, on pourrait gagner le duché de Luxembourg et y refaire l'armée. Le duc René, disait-on, est pauvre. Il ne pourra longtemps soutenir la dépense de la guerre. Et ses alliés le quitteront dès qu'il n'aura plus d'argent. Il suffit d'attendre pour être certain d'un plein succès. Mais le duc n'avait assemblé ses serviteurs que pour leur dire sa volonté, non pour prendre leur avis. « Mon père et moi, dit-il, nous avons su vaincre les Lorrains, et nous les en ferons souvenir. Par Saint-Georges, je ne m'enfuirai point devant un enfant,
devant René de Vaudémont, qui, au lieu de se montrer digne chevalier, vient à la tête de cette canaille. Au reste, il n'a pas avec lui tant de gens qu'on croit. Les Allemands ne savent pas quitter leur poêle en hiver, et ce n'est pas une saison où ils se mettent en guerre. Ce soir, nous allons donner l'assaut à la ville, et demain, nous aurons la bataille. Le duc semblait toutefois avoir plus de tristesse que d'ardeur. Il s'empressait à donner ses ordres et prenait toutes les dispositions nécessaires pour le lendemain, plutôt poussé par le besoin de se distraire d'un sombre chagrin qu'animé par l'espérance. L'assaut fut donné vivement, et l'artillerie des Bourguignons fit un feu terrible sur la ville. Le duc tenta les derniers efforts pour remporter la place. Il avait, disait-on, juré par Saint-Georges de chômer à Nancy la fête des rois. Le duc de Bourgogne avait espéré que du moins cette attaque sur la ville servirait à cacher le mouvement qu'il ordonna avant que le jour eût paru, afin d'aller prendre position, de se retrancher et de placer les canons en face de l'armée ennemie. Cette sortie mit au contraire du trouble et du retard dans l'ordonnance de bataille qu'il avait réglée. En outre, le duc René avait envoyé quelques cavaliers en avant, et les lieux avaient été bien reconnus. Les Lorrains arrivaient par la route de Strasbourg et par Saint-Nicolas. Ils s'avançaient vers le camp des assiégeants. Le duc de Bourgogne s'arma de grand matin et monta sur un beau cheval noir qu'on nommait Moreau. Lorsqu'il voulut mettre son casque, le lion doré qui en formait le cimier se détacha et tomba. « Hoc est signum Dei », dit-il tristement. Il n'en continua pas moins à aller ranger son armée. Pour arrêter la marche des Lorrains, son artillerie fut établie sur la route, à un endroit où il était un peu élevé. À sa gauche était la rivière, à droite une pente couverte de bois. Josse de Lalin, grand bailli de Flandre, commandait l'aile gauche. Le duc et le grand bâtard étaient au centre, sur le chemin, avec l'artillerie, et presque tous les gens de pied. Les Lombards formaient la droite. C'était Galeotto qui les commandait. Le comte de Campobasso avait enfin accompli cette trahison et tenu parole au roi en partant 2 jours auparavant. Dès que Campobasso sut que le duc de Lorraine était à Saint-Nicolas, il se présenta à lui avec sa troupe. Il avait arraché son écharpe rouge et sa croix de Saint-André. Le duc René écouta ses plaintes sur l'affront qu'il avait reçu du duc de Bourgogne et son dessein de se venger. Le capitaine italien rappela ensuite la fidélité qu'il avait autrefois montrée à la maison d'Anjou, les récompenses qu'il en avait reçues et dont il demandait seulement la confirmation. Il était prêt, disait-il, à donner encore sur l'heure même et les armes à la main des preuves de son zèle. Le duc René en parla à ses capitaines suisses. « Nous ne voulons point que ce traître d'Italien combatte à nos côtés », dirent-ils tous. Le comte de Campobasso se retira, espérant du moins qu'au poste qu'il avait pris, il pourrait encore faire du mal à son ancien maître, mais regrettant de ne lui en point faire davantage. Le commandement des gens de pied de l'avant-garde fut donné. Cette avant-garde était de 9000 hommes. C'était plus que toute l'armée bourguignonne. Elle marchait sous le duc René qui portait l'ancienne devise des ducs de Lorraine, un bras armé sortant d'un nuage et tenant une épée avec les mots « Toutes pour une ». Le corps de bataille était sous les ordres du duc René sans autre chef ni lieutenant que lui. Il faisait porter sa bannière de Lorraine. Pour empêcher toute jalousie et suivant la coutume des Suisses, toutes les autres bannières étaient au même lieu sous bonne garde et devaient marcher toujours ensemble jusqu'à la victoire. Ainsi, l'on voyait là rassembler les bannières du duc d'Autriche, de l'évêque et de la ville de Strasbourg, de l'évêque et de la ville de Bâle, de Berne, de Zurich, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure et de toutes les villes et communes de l'Alliance. Le duc René était sur un cheval gris qu'il avait monté à Morat. Par-dessus son armure, il portait un habillement à ses couleurs rouge et gris-blanc et une robe de drap d'or. La housse de son cheval était aussi de drap d'or avec une double croix blanche. Autour de lui étaient 800 chevaux. Les serviteurs de sa maison et jusqu'à ses secrétaires chevauchaient armés dans cette noble troupe. L'arrière-garde n'était composée que de 800 coulevriniers. Toute cette armée marchait joyeuse et empressée. La neige tombait à gros flocons. Le jour en était obscurci. On ne voyait pas loin devant soi. Une décharge de l'artillerie des Bourguignons tirée hors de portée indiqua qu'on approchait. Les Suisses s'arrêtèrent. Un vieux prêtre de leur pays leur fit la prière. Le duc René était descendu pour prier avec eux. Il remonta à cheval et leur adressa la parole en allemand. « Mes enfants, dit-il, puisque l'ennemi est assez téméraire pour nous attendre et accepter la bataille, il nous en faut tirer une mémorable vengeance.
Pendant ce temps-là, le ciel commença à s'éclaircir. Le duc René envoya 400 chevaux. Il avait avec lui les gens d'Uri et d'Unterwald. On entendit retentir au loin, et par 3 fois, le son de leur trompe. Le duc de Bourgogne, reconnaissant ce son terrible qui lui rappelait Granson et Morat, se sentit glacé au fond du cœur. Cependant, le courage ne pouvait lui manquer. Comme on le disait communément, jamais peur ne se laissa voir sur son visage, et il ne craignait rien en ce monde que la chute du ciel. Il fit changer de front à ses archers et les tourna contre les Suisses, qui descendaient du coteau sur sa droite. Parmi le découragement de tous, environné par une armée 3 ou 4 fois plus nombreuse que la sienne, on le voyait s'en aller d'un lieu à l'autre, ranger ses hommes, les ranimer par menaces ou par exhortation, et donner ses ordres, tout comme s'il y avait eu quelque espérance à concevoir. Autour de lui, quelques fidèles serviteurs dont il avait méconnu les conseils, Rubempré, Comté, Galeotto, le grand bâtard, le comte de Chimay faisaient aussi tous leurs efforts. Mais rien ne pouvait arrêter l'élan des Suisses. La cavalerie se porta au-devant d'eux sans retarder leur marche, une décharge de coulevrine à main qui renversa à mort Galeotto et beaucoup d'autres cavaliers, acheva la complète déroute de l'aile droite. L'aile gauche que commandait Jos de Lalaing ne pouvait faire une meilleure défense. Elle fut bientôt enfoncée et poursuivie vivement sur la route et le long de la rivière par le duc de Lorraine et sa cavalerie. En même temps, la garnison fit une sortie. Bientôt, les Bourguignons virent s'élever derrière eux les flammes qui achevaient de consumer leur camp. Toute l'armée fut en peu d'instants dispersée, les uns se jetant dans la Meurthe pour essayer de la traverser, les autres s'enfonçant dans les bois, gagnant les campagnes. La bataille avait peu duré et n'avait pas été meurtrière. La poursuite fut terrible. 2 heures après la chute du jour, les Lorrains, les Allemands, les Suisses, les habitants du pays eux-mêmes couraient encore de tous côtés, tuant sans défense ceux qu'ils rencontraient. Après avoir poussé avec ses cavaliers, le duc René reprit le chemin de sa capitale qu'il venait de délivrer. Il demandait à chacun si l'on n'avait pas quelques nouvelles du duc de Bourgogne, si l'on ne savait point quelle route il avait prise, s'il n'était point blessé ou si quelqu'un ne l'avait point fait prisonnier. Personne ne pouvait lui en rien dire. Il fit son entrée à Nancy par la porte de Notre-Dame. Cette vaillante garnison, qui contre toute apparence avait soutenu un si long et si terrible siège, et les habitants qui avaient tant souffert pour se conserver à lui, se jetaient en foule au-devant de ses pas. Malgré leur dénuement, ils avaient illuminé la ville. Le lendemain, jour des rois, le duc René continua à s'enquérir avec anxiété de ce qu'était devenu le duc de Bourgogne. On chercha parmi les morts. Sur ce triste champ de bataille furent successivement trouvés le sire de Rubempré qui avait si doucement gouverné la Lorraine, le sire de Comté, ce fidèle conseiller du duc, le seigneur Galeotto, dont la loyauté faisait tant de honte à la trahison de Campobasso. Bien d'autres vaillants gentilshommes furent reconnus parmi les morts, mais on ne découvrit point le corps du duc de Bourgogne.
Les prisonniers furent interrogés, il y en avait un grand nombre, et des plus illustres. À chaque moment, on en amenait de nouveaux qu'on avait cru morts ou en fuite. Le grand bâtard, Olivier de la Marche, le fils du sire de Comté, Josse de Lalaing, qui avait été fort blessé. Enfin, les plus grands seigneurs et les plus sages hommes de la Flandre et de la Bourgogne. Aucun ne pouvait dire ce qu'était devenu leur maître. Les uns rapportaient que lorsqu'il avait vu son armée en déroute, on l'avait entendu crier « À Luxembourg !» D'autres racontaient qu'au fort de la Mêlée, il avait reçu un si rude coup de hallebarde qu'il en avait été étourdi et ébranlé. Le duc René, pour savoir quelle route il avait pu prendre, envoya des messagers de toutes parts et fit demander jusqu'à Metz si l'on n'avait rien appris de lui. Pendant ce temps-là, les fuyards répandaient partout des récits de toutes sortes sur le duc de Bourgogne. Quelques-uns s'étaient enfuis avant même que le combat fût commencé, d'autres, au milieu du désordre, n'avaient pu rien distinguer de ce qui se passait auprès du duc, puisqu'il faisait nuit lorsque la bataille s'était terminée. En outre, tous ces hommes étaient encore remplis d'épouvante et de troubles. Les réponses qu'ils faisaient aux questions que chacun s'empressait de leur faire étaient mal entendues, exagérées, rapportées à faux. De telle façon qu'en peu d'instants, il se forma dans les pays voisins et de proche en proche dans tout le royaume et en Flandre des opinions diverses sur la disparition du duc de Bourgogne. Ici, on affirmait qu'il s'était enfermé dans un château du pays de Luxembourg, là qu'un de ses serviteurs l'avait ramassé blessé sur le champ de bataille et le soignait dans une retraite inconnue. Ailleurs, on disait qu'un seigneur d'Allemagne l'avait fait prisonnier et l'avait secrètement emmené de l'autre côté du Rhin. La croyance générale, celle qui plaisait le plus au peuple comme plus merveilleuse, c'est qu'il n'était pas mort et que bientôt on le verrait reparaître. « Gardez-vous bien, disait-on dans quelques villes de ces États, de vous comporter autrement que s'il était vivant encore, car ses vengeances seraient terribles à son retour. » Cependant, le lundi au soir, le comte de Campobasso, qui peut-être en savait plus que nul autre sur le sort du duc, amena au duc René un jeune page, qui, disait-il, avait vu de loin tomber son maître et saurait bien retrouver la place. Le lendemain, mardi 7 janvier, sous la conduite de ce page, on se mit à chercher de nouveau le corps. Il se dirigea vers l'étang de Saint-Jean, à environ 3 portées de Coulevrine de la ville. Là, à demi enfoncé dans la vase du ruisseau qui remplit cet étang près de la chapelle, était une douzaine de cadavres dépouillés. Une pauvre blanchisseuse de la maison du duc s'était, comme les autres, mise à cette triste recherche. Elle aperçut briller la pierre d'un anneau au doigt d'un cadavre dont on ne voyait pas la face. Elle avança et retourna le corps. « Ah, mon prince !» s'écria-t-elle. On y courut. En dégageant cette tête de la glace où elle était prise, la peau s'enleva. Les loups et les chiens avaient déjà commencé à dévorer l'autre joue. En outre, on voyait qu'une grande blessure avait profondément fendu la tête depuis l'oreille jusqu'à la bouche. En cet état, ce corps était presque méconnaissable. Cependant, en l'examinant avec soin, son médecin portugais, Olivier de la Marche, son chambellan et plusieurs valets de chambre le reconnurent sans en pouvoir douter. Des marques certaines ne pouvaient donner lieu à aucune méprise. On retrouva au cou la cicatrice de sa blessure de Montlhéry, 2 dents qui lui manquaient depuis une chute qu'il avait faite, ses ongles qu'il avait la coutume de porter plus longs qu'aucune personne de sa cour, la trace de 2 abcès qu'il avait eus, l'un à l'épaule, l'autre au bas-ventre, un ongle retourné dans la chair à l'orteil gauche. L'anneau qu'on lui avait vu au doigt était autant de signes assurés. On lava ce corps avec de l'eau chaude et du vin. Alors il fut pleinement reconnu par ses serviteurs désolés et par le grand bâtard, son frère. Outre la plaie de la tête, il était percé de 2 coups de pique.
traversait les cuisses. L'autre s'enfonçait au bas des reins.